bienvenue dans Revue de lecture, Nathalie Wolf. Bonjour. Bonjour Patrice Alors là, on va Garnoz. donner des conseils de lecture, notamment pour l'été, Pour l'été. avec un invité qu'on adore qui est Pierre Vavasseur. Bonjour. Bonjour, bonjour Patrice, bonjour Nathalie. Vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous êtes journaliste et vous êtes un amoureux de la littérature et vous avez fondé un site qui s'appelle Des minutes de lumière en plus. Et je lis un peu ce qu'on peut... Ici, ça n'est pas compliqué. On ne fera que célébrer le désir et le bonheur de lire, de tout, des romans, des essais, de la poésie, de l'art, de la bande dessinée, parce que lire, c'est toujours réveiller la lumière au plus profond de soi. On a pratiquement tout dit, là, avec votre... Je vous ai cité, hein, c'est pas moi. Oui, j'ai reconnu mes mots, oui, c'est très juste, je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec vous-même? Voilà. Alors, il y a un grand nombre de parrains, je ne peux pas tous les citer, mais il y a Marie Nimier, il y a Jean Rouault, il y a Pascal Horry, il y a Irène Frein, il y a Sylvain Tesson, Tatiana Dronet, Jérôme Garcin, Marc Lévy, Jean-Marie Gouriot, mon copain Chifflet, De Cortance, Catherine Pancol, Nathalie Reims, Jean-Christophe Ruffin, Daniel Piccoli. C'est-à-dire, ça va dans toutes les sphères de la littérature, de la plus populaire à la plus exigeante. Ça, c'est formidable aussi d'avoir ça. Bon, d'abord, je suis vraiment fier et honoré, c'est pas de mots dans le vide, qui m'ait rejoint, que tous ces gens m'aient rejoint. Là, on n'attend pas d'ailleurs, Éric Giacometti, par exemple, d'un autre genre, qui sera là. Et oui, c'est ça, il y a pas un genre, je voulais pas que ça soit Germano Pratin, de chez Germano Pratin, vous voyez. Je voulais que ça soit que de Yves Violier à Éric Giacometti. Il y a tous les gens, et ils sont là. Et encore une fois, je suis très reconnaissant à tous ces parrains, à tous ces marraines. Moi, j'aime bien dire à tous mes marrains et mes parraines. Absolument. de s'être penché sur les fonds baptismaux de cette histoire, parce que voilà. Vraiment, je pense qu'on va faire de jolies choses. C'est gentil que vous évoquiez ce site, parce que ce que je voulais vraiment, c'est ouvrir le maximum les ailes pour couvrir, tout, pour parler le plus possible de ce qui nous tient, de ce qui nous tient à l'intérieur, de ce qui nous tient debout, qui est pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est la littérature, c'est les mots. Et alors après, l'avalanche l'avalanche à gérer, c'est une autre histoire. Mais on va y arriver. Et oui, c'est ce qui nous tient le plus à cœur, à nous aussi, avec envie de lecture, les livres et les mots. Alors pour cet été, on va découvrir quelques conseils que vous allez nous donner. Et tout d'abord, on va parler de La marge d'erreur de Nicolas Ray. Ah oui, c'est un livre dont je suis tombé amoureux, vraiment tombé amoureux au sens propre du terme, au sens le plus intérieur aussi du terme. Vous savez, Nicolas Ray, il a commencé en 2000, je crois, il a eu le prix de Flore directement. Et pour un livre... Pour mémoire courte, c'était La mémoire courte, voilà. Et pour un livre qui avait en gêne, je ne sais pas comment dire, qui avait l'ADN de tout ce qu'il avait publié après, et puis une sorte de style un peu dilettante, mais qui n'était pas dilettante. J'ai inventé une formule pour lui, je l'appelais le don dilettante, parce que oui, c'est vrai, parce que comme ça, il a un recul sur tout, et il met un recul avec l'humour, et puis cette politesse du désespoir aussi. C'est pas un homme plein d'espoir, Nicolas. C'est un type qui est assez désespéré, et moi j'adore ces gens-là, parce que c'est ceux qui ont le plus d'humour et le plus qui survolent le mieux les choses. Et maintenant, il en est à son, je crois, j'ai pas compté, mais au moins 10e roman. Et ce roman, je pense, vous savez, on a l'habitude de dire, c'est son meilleur. On écrit ça dans les journalistes. Ouais. Mais non, c'est le meilleur de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. C'est un roman d'une puissance de tir énorme. On rit, mais j'ai ri aux éclats des fois, et on est sincèrement profondément bouleversé, notamment avec la fin, que je ne raconterai pas, évidemment. Mais je vais vous en dire plus quand même sur l'histoire. Oui. C'est un dépressif, non, je suppose, parce que c'est souvent des personnages dépressifs. Non. Oui, c'est un dépressif heureux, mais c'est normal. C'est mieux dépressif que déprimé. Non, c'est un dépressif heureux, mais il a des bonnes raisons en même temps. Vous savez, parce que son personnage ici, qui s'appelle Gabriel Salin, qui a 47 ans, et qui
qui est journaliste. Il y a des séquences sur les interviews dans ce petit livre-là. Je dis petit parce que c'est pas non plus un opus de 600 pages. Il y a des séquences d'interviews qu'il a sans doute vécues. Je crois reconnaître Bérénice Bejo à un moment donné, qui sont formidables et qui vous font rire. Il y a des conversations, des dialogues incroyables. Donc, en tout cas, il a des raisons d'être dépressif, pour revenir à ce que je vous disais, j'ai l'esprit d'escalier, parce qu'il est malade. Et, alors, c'est pas, dans la vie, vraiment, Nicolas, il se bat avec son corps. Il le dit partout, hein, c'est pas un secret, il a dit en son céramique. Enfin, il est tout cassé de l'intérieur. Et là, Gabriel Salin, en plus, il a un cancer des poumons assez fulgurant. Et le pneumologue lui explique qu'il en a plus que 3 mois à vivre. On dirait, on a sans doute eu ça souvent, mais non, parce que pas avec Nicolas, pas du tout avec Nicolas Ray. Parce que puisqu'il a plus que 3 mois à vivre, il va raconter cette histoire qui lui tombe dessus en plus avec du cancer. C'est son amoureuse qui le quitte et qui lui dit « j'ai rencontré quelqu'un d'autre ». Et à ce moment-là, comme il dit très bien, « je suis un fantôme perdu dans un terrain vrai ». Ça, c'est du pur Nicolas Ray. Ce genre de phrase, ça vous prend au tripes. Et alors, on va assister à une sorte de comédie, de dramédie, comme on pourrait dire, entre son désir de vivre à fond, entre les médicaments dont il se débarrasse au fur et à mesure, et puis les femmes qui l'entourent, celle qu'il a quittée. Ce n'est pas spoilé que de dire qu'elle va revenir, mais entre-temps, il a rencontré sa voisine, qui s'appelle Diane, et qui est une femme formidable, qui lui redonne absolument le goût de la vie, de l'amour, et pardonnez-moi, mais aussi du sexe, parce qu'avec tous les médicaments qu'il prenait, il ne pouvait plus avoir d'érection. Il y a une autre scène très amusante où son rédacteur en chef l'envoie au Bénin, et au Bénin, il y a un sorcier, on lui explique qu'il faut aller voir le sorcier pour qu'il recommence à avoir une vie sexuelle youklaboum, et ça se fait pas tout de suite, mais ça va se faire après, pour donner lieu à des scènes de sexe, c'est pas le mot, des scènes d'une sensualité, des scènes d'amour. On n'a jamais écrit l'amour aussi intimement que celle qu'il le fait là, et qui sont, c'est pas des scènes de sexe et d'amour, ce sont des scènes pures d'amour physique. C'est formidablement écrit, c'est d'une fluidité, et encore une fois, d'un détachement qui est totalement puissant, quoi. Voilà. C'est un très grand livre à lire cet été, qui plaira aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Parce qu'encore une fois, ça parle de l'amour absolu. Nicolas Ray, c'est un grand romantique qui n'est lu de rien. La marge d'erreur de Nicolas Ray, c'est aux éditions du Diable Vauvert. Alors, deuxième livre, Claudie Gadet, Avant l'été, c'est chez Actes Sud. On l'a connue, elle, pour Les Déferlantes, qui avait été le Grand Prix de Elle et qui était un grand best-seller. Oui, 300 000 exemplaires vendus d'un coup, là, tout de suite, quand elle est arrivée. C'était son 5e livre, hein. Son 6e livre, pardon. Elle en a déjà écrit 5. Son tout premier annonçait la suite, parce que son tout premier, je trouve le titre sublime, c'est L'Office des Vivants. Quand même, faut le trouver, ce titre, hein. Et c'est quelque chose. Et en fait, Claudie Gadet, pour essayer, non pas de résumer, mais de suivre son obsession, c'est de raconter au fond, évidemment comme tout le monde en littérature, les âmes cabossées, mais elle le fait toujours au sein d'un groupe. Elle redit toujours qu'en fait, être une femme ou un homme, c'est résister ou s'accommoder de ce qui nous échappe et de ce qui nous a construit. Eh bien, c'est exactement ça ici. C'est l'histoire de ça. C'est ce qu'on pourrait appeler un roman d'entraide, vous savez, comme il y a des films d'entraide, il y a un côté et ce sont 5 jeunes femmes dans les années 80, elles n'ont pas dépassé les 25 ans. Elles sont juste au moment où la vie va vraiment démarrer, au fond, dans leurs désirs, dans leurs ambitions, etc. Ce sont des femmes modestes, hein, elles ne roulent pas sur l'or, et ce sont surtout des copines d'enfance, c'est un gang de filles, comme elles disent, solidaires en tout. Ils vont se lancer dans la proposition de la narratrice, qui s'appelle Jessica, dans la création d'un défilé de mode pour un concours de création pour la fête locale de la petite ville donc où elles habitent. Et alors, c'est des couches humains, si je puis dire. Parce qu'ils vont fabriquer les robes. Oui, c'est vrai. On coud, on brode, on pique pendant tout le livre. Mais c'est surtout un livre, c'est pas surtout un livre, c'est donc le cœur d'un livre sur ce que devient aussi l'amitié. Vous allez me dire que ça peut rappeler un peu Valérie Perrin. Ça pourrait, mais ça l'est pas. C'est parce que parmi ces 5 filles, alors il y a, je fais vite, hein, j'essaye, vous m'arrêtez quand c'est trop long.
Va falloir passer au troisième bientôt. Hein. Bon, voilà. Alors, parmi ces 5 filles, il y en a 2 qui ont une amitié elle aussi inflammable, totale. Juliette, la plus jolie des 5, si on peut dire comme ça, sans ameuter MeToo, c'est elle qui le dit. Hein. et la narratrice qui est Jessica, et qui, autour de cette amitié tellement forte, souffre comme ça, qui est toujours frottée comme du silex. Évidemment, c'est une amitié fragile. Et autour de ça, plein de choses vont se développer. Et il y a une très belle séquence sur qui porterait la robe de mariée dans ce défilé de mode. En tout cas, c'est un livre qui est construit par petits chapitres. C'est ça le talent de Louis Gallet. Ce sont des chapitres très brefs qui s'enchaînent les uns les autres et qui vont chercher au fond, tout à l'heure on parlait de médecins, vont chercher au fond de la chair, au plus près du cœur, ce qui nous construit, encore une fois, et comment on s'accommode de la crainte du lendemain. C'est vraiment un très très beau livre. Avant l'été de Claudie Gallet, c'est un gros livre. Hein. Et voilà, pour l'été, c'est parfait. Ouais, 946 pages. Hein. Vous commencez début juillet, vous finissez mi-août. Alors, il nous reste à peine une minute. Une minute à peine pour parler d'Alain Baraton et son fameux dictionnaire amoureux des arbres paru chez Plomb. Jardinier de Versailles, en chef. Qu'on connaît très bien ici. Alors, écoutez, je sais, j'ai pas fait exprès, puisque il est de votre tribu, si je puis dire, jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles. Alors, c'est magnifique. C'est un livre, c'est aussi une histoire d'amour pour les arbres, évidemment, et puis qui raconte tellement de choses sur la multiplicité des caractéristiques des arbres, sur les ifs, sur les séquoias, sur les jacquiers. Le jacquier, il faisait des fruits de 30 à 40 kilos. Vous voyez, j'ai noté plein de petites choses comme ça. Le l'if, c'est le symbole d'éternité. On en voit beaucoup dans les cimetières. L'un des plus vieux se trouve attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. L'un des plus lourds, en tout cas, c'est un séquoia qui fait 2500 tonnes. Vous voyez. Un autre séquoia fait 115 mètres,55 de haut. Le ginkgo biloba soigne tout, des hémorroïdes à Alzheimer. Vous voyez. Les figuiers d'Amérique du Sud sont des petits arbres, mais ils ont 120 mètres de racines. Enfin, on apprend tellement de choses. Il y a même une définition de mots croisés, essence pour la route, en 7 lettres. Oui. Je sais pas. Platane. Platane. Alors justement, Baraton raconte comment les platanes, ça a été un problème entre Pompidou et Chaban-Delmas. Si vous ouvrez le livre, vous verrez pourquoi. Parce que Pompidou voulait défendre tous les platanes, et puis l'épouse de Chaban-Delmas s'est tuée contre un platane. Oui. Et du coup, Pompidou, a revu un peu sa copie, il a été un peu obligé. Mais vous lirez aussi d'où vient la palme d'or de Cannes, d'où vient cette palme, et cette palme d'un arbre qui s'appelle le Chamaedora elegans, et qui sert aussi à faire les dollars. En tout cas, c'est plus qu'un livre, c'est magnifique. Merci infiniment, Pierre Vavasseur. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je rappelle, donc, des minutes de lumière en plus, c'est le blog sur lequel on peut vous retrouver quand on veut et comme on veut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice. Merci, Nathalie.